D'accord. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je m'appelle Leah Hagerman et je suis heureuse d'animer la séance d'aujourd'hui. Je suis courtier de connaissances au Centre de collaboration nationale des méthodes et outils qui est situé à Hamilton, en Ontario, sur le territoire traditionnel des nations Mississauga et Haudenosaunee, sur le territoire qui faisait l'objet du traité de Saint-Pierre-Wampum, faisant référence au concept du bol à une seule cuillère. Je suis accompagnée d'aujourd'hui du Dr. David Buckridge de l'Université McGill qui présentera une vision éclairée par des données probantes concernant l'établissement du système de données en santé publique au Canada. Avant de commencer, je dois aborder quelques questions administratives. Pour le webinaire d'aujourd'hui, nous recommandons l'utilisation d'une connexion Internet fiable si possible. Et pour que tout fonctionne le mieux possible, nous vous suggérons d'utiliser la plus récente version du navigateur Google Chrome ou Firefox. Si vous éprouvez des difficultés techniques, écrivez à privé à Alana Miller du CCNMO et nous pourrons répondre à ces demandes. Les diapositives et l'enregistrement de ce webinaire seront accessibles dans environ 2 semaines. L'enregistrement sera diffusé sur notre chaîne YouTube et les diapositives seront publiées sur notre compte SlideShare. Nous annoncerons aussi sur Twitter quand ce sera fait. Surveillez notre compte Twitter @NCCMT. Pour mieux connaître les participants du webinaire d'aujourd'hui, nous avons quelques questions à vous poser. D'abord, nous aimerions savoir combien de gens se joignent à nous. Même si plusieurs travaillent encore de la maison, vous nous regardez peut-être en groupe à partir du bureau. Nous aimerions donc avoir une idée du nombre de personnes qui participent aujourd'hui. Nous aimerions aussi savoir si les participants ont déjà visité le site du CCNMO ou utilisé une de nos ressources. Si c'est le cas, nous aimerions aussi savoir si vous êtes un nouvel utilisateur, un utilisateur occasionnel ou peut-être une personne qui connaît très bien les ressources du CCNMO. S'il vous plaît, sélectionnez vos réponses à chacune des 3 questions et cliquez pour nous les transmettre. J'attendrai quelques instants pour vous donner le temps de le faire. Avant de passer la parole à David, j'aimerais nous présenter et présenter les autres centres. Le Centre de collaboration nationale des méthodes et outils est l'un des 6 centres de collaboration nationaux du Canada. Nous sommes hébergés par l'Université McMaster à Hamilton, en Ontario, et notre objectif est d'aider les professionnels et les organisations de santé publique à intégrer la prise de décision éclairée par les données probantes dans leur travail. Les centres de collaboration nationaux sont financés par l'Agence de la santé publique du Canada. Chaque centre se concentre sur un sujet de santé publique priorité différente. D'ouest en est, on trouve le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone à Prince George, en Colombie-Britannique, le Centre de collaboration nationale en santé environnementale à Vancouver, en Colombie-Britannique, le Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses à Winnipeg, au Manitoba, le Centre de collaboration sur les politiques publiques et la santé à Montréal, au Québec, et le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé à Antigonish, en Nouvelle-Écosse. Le CCNMO offre plusieurs produits et services qui aident les professionnels de la santé publique à prendre des décisions éclairées par des données probantes. Par exemple, il y a le registre des méthodes et des outils qui contient plus de 270 méthodes et outils, des possibilités d'apprentissage en ligne, dont 13 modules d'apprentissage en ligne, des ateliers, le répertoire de la recherche en santé publique Public Health Plus, des séries de vidéos comme la série Comprendre les données probantes issues de la recherche qui explore le concept de recherche important dans des vidéos courtes et faciles à comprendre, ainsi que des activités de réseautage et de sensibilisation. En ce qui a trait au webinaire d'aujourd'hui,
L'administratrice en chef de la santé publique ACSP du Canada, le Dr. Theresa Tam, a publié son plus récent rapport sur l'état de la santé publique au Canada, une vision pour transformer le système de santé publique du Canada. Cette année, le rapport décrit les répercussions de la pandémie de COVID-19 et présente une vision pour transformer le système de santé publique du Canada afin d'être mieux préparé à la prochaine crise de santé publique et pour aider tous les Canadiens et les Canadiennes à améliorer leur santé. Pour éclairer l'élaboration de ce rapport, le bureau de l'ACSP a commandé 4 rapports indépendants. Afin de diffuser ces rapports plus largement, le Centre de collaboration nationale en santé publique, en partenariat avec leur auteur et avec le bureau de la CSP, ont collaboré pour les rendre disponibles en français et en anglais. En plus du rapport du Dr. Buckridge, il y a un rapport dirigé par Margot Greenwood, PhD, du Centre de collaboration nationale de la santé autochtone et par le Dr. Evan Adams, médecin en chef adjoint de la santé publique à service aux Autochtones Canada, intitulé « Vers un avenir meilleur, santé publique et populationnelle chez les Premières Nations, les Inuits et les Métis ». Un rapport dirigé par Kate Mulligan, PhD, de l'École de santé publique d'Alalana de l'Université de Toronto, intitulé « Renforcer les liens communautaires, l'avenir de la santé publique se joue à l'échelle de quartier ». Et un rapport dirigé par Erica Di Ruggiero, PhD, aussi de l'École de santé publique d'Alalana de l'Université de Toronto, intitulé « Gouverner pour la santé du public, option de gouvernance pour un système de santé publique renforcé et renouvelé au Canada ». Elena publiera dans la fenêtre de clavardage les liens vers le rapport de l'ACSP et le rapport supplémentaire. Je suis maintenant très heureux de présenter le Dr. David Buckridge. David est professeur au département d'épidémiologie, de biostatistique et de santé au travail à l'Université McGill. Ses recherches portent sur la santé publique et en particulier sur l'automatisation de la surveillance pour détecter les éclosions de maladies et guider les interventions de santé publique. Ses recherches comprennent l'élaboration des méthodes pour réaliser et évaluer la surveillance automatisée et sa pratique est centrée sur la mise en œuvre de systèmes de surveillance automatisés. Je passe maintenant la parole à David. Merci beaucoup, Léa. Et je vais mettre mes diapos sur l'écran maintenant. Juste un moment, s'il vous plaît. Et voilà. Est-ce que ça fonctionne, Léa? Est-ce que vous pouvez voir mes diapos? Parfait. Je vais mettre en plein écran. Et voilà. Donc, merci beaucoup tout le monde pour nous joindre aujourd'hui. Et comme Léa a introduit, je donne une présentation sur le rapport que j'ai écrit, intitulé « Une vision éclairée par des données probantes concernant l'établissement d'un système de données en santé publique au Canada ». Et pour cette présentation, je dois à le faire avec mes recommandations. Donc, ici, c'est le diapo qui vers la présentation pour la prochaine quelques 31 minutes ou quelque chose. Je crée l'histoire d'arriver à cette conclusion, mais je voudrais des bouts avec cette conclusion juste pour vous mettre une structure dans vos têtes où est-ce qu'on va ensemble. Donc, les recommandations pour établir un système de données en santé publique pan-canadien a besoin de 4 axes. Ça, c'est la recommandation. Dans le compte l'axe, la structure du système qui est à la gauche, le volet humain et social, les technologies informatiques et l'informatique et les considérations fondamentales. Donc, dans chaque des axes, il y a quelques recommandations spécifiques pour avancer vers un système de données en santé publique pan-canadien. Donc, je ne lis pas toutes les recommandations ici, mais ça, c'est les grandes lignes et on arrive à cette conclusion. Donc, ça donne vous une perspective ou une idée ou qu'est-ce qu'on va ensemble. Donc, pour arriver là, pour revenir au début,
la présentation et on répond à 4 questions. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on pensait à un système comme ça? Donc, je présente le contexte et les fondements conceptuels. La deuxième question est où? Où est-ce qu'on veut aller dans ce contexte? Qu'est-ce que c'est nos visions? Donc, je vous présente une vision éclairée par des données probantes. La troisième question est quoi? Qu'est-ce que c'est les éléments qu'il faut mettre en place pour favoriser un système comme ça? Et finalement, comment? Comment on peut mettre en place ou établir et maintenir ces éléments pour favoriser un système de données en santé publique au Canada, au pan-canadien? Donc, au début, le pourquoi, le contexte et les fondements conceptuels. Lia a déjà parlé un peu sur le contexte, mais juste pour faire un sommaire, le contexte ici, c'est un rapport qui est commandé pour donner le contexte pour le rapport 2021 de Dr. Theresa Tam, qui, dans son rapport, présente une vision concernant l'établissement d'un système de santé publique renforcé. Donc, cette perspective d'un système de données pour la santé publique, c'est une de les 4 rapports qui étaient commandés. Dans mon contexte ici, quand on pensait sur les systèmes de données dans le contexte de santé publique, il y a clairement les nombres d'efforts historiques, passés et actuels, où les auteurs ont décrit les limites des systèmes de données en santé publique au Canada. Dans le diapo ici, il y a les couverts, la page principale de quelques rapports. Par exemple, le rapport qui a été écrit par Dr. David Naylor après la pandémie, pas la pandémie, mais la pandémie évitée peut-être en Canada de SARS. Et aussi un rapport qui a été créé par la Canadian Council of Academies sur l'accès aux données en santé. Et aussi un rapport qui déroule maintenant cette activité, qui était un process de mettre en place une Pan-Canadian Health Data Strategy qui a été gérée par l'Agence Santé publique canadienne. Donc, il y a beaucoup d'activités passées et actuelles dans ce contexte. Et c'est important, bien sûr, de baser le travail sur cette connaissance et ce contexte. Mais c'est important de comprendre ce rapport que j'ai créé, ça s'inspire par l'expérience, mais il ne regarde pas en arrière, il regarde en avant. Donc, l'orientation du rapport est, si on prend tout ce qui on peut de le rapport qui a été fait et on peut mettre une vision sur la table, qu'est-ce que c'est le processus d'arriver à cette vision? Donc, ça, c'est l'orientation de ce rapport. Et le lien est là et aussi dans le chat pour accéder à ce rapport et aussi les autres rapports qui étaient commandés par Dr. Tam. Donc, ça, c'est le contexte. Les fondements et les méthodes. Donc, il y a quelques domaines qui informent ce rapport. Le premier est bien sûr santé publique. Et j'utilise le contexte des services essentiels. Je vous montre dans cette diapo à la droite en haut une image d'un modèle qui a été créé dans les États-Unis, mais c'est presque le même que le modèle qui était avancé par Paro dans le contexte des Américains. Les modèles sont plus ou moins le même de qu'est-ce que c'est le service essentiel en santé publique, mais d'avoir une perspective comme ça donne un cadre de référence de qu'est-ce qu'on peut faire avec les données. Donc, toutes les choses qu'on fait avec un système de données en santé publique, de mon perspective, faut baser dans un modèle de santé publique. Dans ce contexte, c'est la santé publique qui c'est en avant et la technologie et les systèmes de données qui supportent ou bâtir le travail en santé publique. C'est pas comme c'est la technologie qui est en avant. Donc, ça, c'est important. Mais bien sûr, les informatiques biomédicales sont importantes aussi. Et ça, c'est la deuxième perspective ou le domaine qui informe ce rapport. Et dans cette perspective, j'utilise le mot données d'inclure les données, l'information, la connaissance et les données probantes. C'est aussi important de comprendre dans l'informatique biomédicale la perspective de l'interopérabilité des systèmes de données. Ça veut dire les systèmes qui existent dans les différents organismes en santé publique peuvent, dans un sens, parler avec les autres. Donc, on peut échanger de données dans un mode efficace. Et encore dans le droite de la diapo en bas, c'est un diagramme
qui présente qu'est-ce que c'est la relation de la collection, de la saisie de la donnée, de la création de l'information par l'analyse de données. Et après ça, il y a peut-être une perspective plus de pratique de santé publique où on utilise cette information de faire les actions, faire les décisions. Et le côté de recherche où on veut utiliser cette information de créer la connaissance, les choses qui sont les mêmes partout. Donc, ce n'est pas juste quelque chose de faire une décision dans un contexte ou un lieu, mais qui sont plus importantes et sont en effet des données probantes qui allaient dans la littérature biomédicale. Le troisième domaine important, c'est la théorie des systèmes. Ça, c'est une perspective qui donne un cadre de référence pour considérer comment les entités ou les organismes différents dans le contexte santé publique peuvent collaborer dans un mode efficace. Ce travail était basé aussi sur une revue de littérature exploratoire et quelques consultations. Et je vous invite à voir le rapport pour les citations qui étaient retrouvées par la revue de littérature et aussi pour comprendre les consultations et les méthodologies plus détaillées. Merci. OK, donc ça, c'est le pourquoi. Deuxième, où? Qu'est-ce que c'est la vision ou une vision éclairée par des données probantes? Donc, je vais vous présenter cette vision ici. Dans un grand sens, la vision est que les Canadiens et les Canadiennes peuvent accéder aux données dont ils ont besoin pour prendre les meilleures décisions afin d'améliorer la santé publique. Ça, c'est un haut niveau et cette vision est vraiment trois composantes dessous. La première est d'avoir l'interfonctionnement coordonné de systèmes indépendants. Donc, ça, c'est un peu le concept d'interoperability que j'ai parlé dans la dernière diapo. Donc, la vision est basée sur la capacité d'avoir des systèmes qui existent ou les nouveaux systèmes pour donner en santé publique peut, si on veut, peut interopérer. Donc, il peut échanger de données dans un mode standard. Le deuxième composant de cette vision est une compréhension commune des fonctions essentielles de santé publique. Et ça, c'est important. J'explique pourquoi ça, c'est important, mais comme j'ai dit un peu déjà, ça donne le contexte pourquoi on a un système et ça aussi aide-nous de comprendre qu'est-ce que c'est la meilleure façon de mettre ensemble les systèmes pour travailler ensemble. Et le troisième est une capacité d'accès aux données et aussi la capacité analytique nécessaire à l'exercice des fonctions essentielles de santé publique. Donc, ça, c'est la vision en gros, et avec les trois composants de la vision qui sont plus détaillés, mais c'est dans la structure de la vision pour arriver à, où on veut arriver à cette vision d'avoir un système de données santé publique des Canadiens, pan-canadiennes, pardon. Donc, ça, c'est le pourquoi et ça, c'est le où. Donc, pour le plus part de la présentation maintenant, je concentrerai sur le quoi, le comment. Premier, le quoi. Quoi sont les éléments qui peuvent favoriser de mettre en place ou arriver à cette vision? J'ai pensé ou j'ai mis les éléments favorisés dans les trois axes ici. Ce sont trois des quatre axes que je vous montre dans la première diapo. Le premier axe est la structure du système. Il y a quelques éléments qui correspondent à la structure d'un système. Et ici, je parle d'un système qu'on peut envisionner dans le futur où on a l'interopérabilité de les systèmes en santé publique. Le deuxième est le volet humain et social. Il y a bien sûr quelques éléments importants là. Et troisième, la technologie informatique et l'informatique. Et juste pour clarifier, quand je parle de technologie informatique, je parle de les choses qui on peut toucher, comme les ordinateurs, les réseaux, les choses comme ça. Et l'informatique est plus la connaissance et comment on peut organiser la donnée dans le contexte de la TI. Donc, ça, c'est la différence entre les deux. Premièrement, le structure du système. C'est clair, ici à Canada, comme les autres pays similaires, il y a plusieurs systèmes qui contiennent des données pertinentes aux fonctions de santé publique. Mais maintenant, les systèmes fonctionnent pour la plupart indépendamment.
dans différents secteurs et dans différents niveaux dans santé publique. Et la vision, c'est clair que ça, c'est une vérité qu'on ne peut pas changer. Donc, par exemple, c'est pas possible et c'est aussi pas désirable de mettre toutes les données pertinentes aux fonctions de santé publique dans une grande banque de données dans un lieu, par exemple. Ça, c'est pas vraiment possible dans la Fédération du Canada et ça, c'est aussi pas désirable d'une perspective informatique. Donc, une vision, faut travailler dans cette vérité, dans cette situation en contexte actuel. Ou dans les autres mots, les systèmes doivent collaborer pour former un système de données en santé publique efficace. Et ça, c'est un peu le diagramme de le réseau. À droite, c'est le diapo, donne cette perspective. Et ici, on peut aussi utiliser cette série de systèmes ici pour nous aider. Parce que ce système complexe, et on peut penser maintenant le numéro de systèmes qu'il y en a qui contiennent les données pertinentes pour la santé publique, ça forme maintenant dans le sens un système complexe. Et on peut penser de former un système des systèmes. Ça, c'est quand on utilise une approche plus structurée de comprendre comment on peut mettre en place les structures qui aident les systèmes existants de travail dans un format plus coordonné, mais en même temps, les systèmes restent indépendants. Ça s'appelle un système des systèmes. Il y a beaucoup d'expérience avec les systèmes à grande échelle, les systèmes de systèmes. Je vous donne dans le rapport un exemple qui est un système qui s'appelle GEOS, qui est un système qui utilise pour coordonner tous les satellites qui collectent les données pour aider avec la compréhension de qu'est-ce que passait sur la Terre. Donc, vous pouvez imaginer, c'est beaucoup de systèmes, beaucoup de pays. Donc là, ils ont mis en place un système de systèmes avec une gouvernance, une structure qui permet les systèmes de rester indépendants, mais d'échanger de données et travailler comme un système de systèmes. Quand on regarde des grandes expériences comme ça, il y a quelques choses importantes d'avoir un système de systèmes qui fonctionne dans le mode efficace. Les premières, et pour les participants dans un système comme ça, d'avoir les objectifs explicites. Donc, tout le monde comprend pourquoi est-ce qu'on travaille ensemble de mettre un système dans un plus grand système de systèmes comme ça. La deuxième chose importante pour le réussir, le succès de cette sorte de travail, est d'avoir une gouvernance globale qui est partagée par tous les systèmes. Donc, tout le monde a un rôle de jouer dans la gouvernance de ce système de système. Et aussi, pour chaque participant, d'avoir une compréhension claire des avantages de la participation. Et les avantages, on peut avoir les avantages qui sont différents pour les différents participants, mais chaque participant, il faut avoir une compréhension de « what's in it for me » en anglais. Donc, ça, c'est le premier composant, la structure du système. Le deuxième est le volet humain et social. Qu'est-ce que c'est les choses importantes dans ce contexte? Premièrement, c'est important de noter qu'un système comme ça, c'est un système on s'appelle, c'est un système socio-technique. Donc, ça veut dire le succès de ce système dépend des éléments sociaux et humains à le même niveau, et peut-être un peu plus, que les choses technologiques et informatiques. Donc, c'est l'informatique et les humains et les sociales qu'il faut mettre ensemble d'avoir un système qui fonctionne dans un mode efficace. Qu'est-ce que c'est les volets importants ici? Le premier, la portion de le volet. Qu'est-ce que c'est le premier est la participation et la confiance du public. Et ça, c'est nécessaire. Et ça, c'est clair de les travailler dans les autres pays et aussi ici au Canada. Et parce que pour le partage de données et aussi pour la volonté politique. Donc, on faut avoir la confiance de le public et aussi, on peut traduire sa confiance du public à une demande d'action à le niveau
thérapeutique. Et la participation dans cette consultation ou engagement avec la population doit être vaste et doit être avec les communautés importants. Bien sûr, ici au Canada, dans nos contextes, la communauté autochtone doit jouer un rôle dans le développement et la gouvernance parce qu'il y a les perspectives importantes de la gouvernance de la donnée autochtone. La deuxième portion de cette volet est le personnel bien formé. Ça, c'est un besoin largement reconnu, mais dans les dernières quelques années, il n'y a pas beaucoup d'avance. Ici, je parle précisément sur la connaissance dans la gestion et l'analyse de données, l'utilisation efficace des nouvelles technologies numériques et la gouvernance et partage de données. Et je parle de les trois sortes d'expertise croisées ou à la même temps dans la même personne, idéalement, avec une connaissance de santé publique. Ça, c'est important d'avoir. Donc, ce n'est pas possible de prendre ça arrive bien sûr de prendre les gens avec cette sorte d'expertise et avoir les personnes comme ça travaillent dans le domaine de santé publique, mais c'est mieux. Et aussi, c'est important d'avoir une portion de nos gens qui travaillent dans la santé publique qui a aussi cette expertise avec une bonne connaissance de santé publique. Donc, ça, c'est le volet humain et social. Le troisième volet, c'est la technologie informatique et l'informatique. Et j'ai déjà parlé un peu sur ce point ici, mais pour interagir avec un système plus large, chaque système qui a été maintenu par un organisme de santé publique, il doit avoir la capacité de saisir les données indépendamment, enregistrer les données et de faire tout ça dans le mode standard. Clairement, ici, à Canada, en santé publique, il y a plusieurs systèmes de données maintenant qui ne sont pas vraiment à ce niveau de fonctionnalité. Donc, ça crée quelque chose qu'on peut parler une dette technique ou technical debt en anglais, qui doit être combattue. On faut penser comment on peut avancer le niveau base aux technologies en santé publique, d'arriver à les systèmes qui sont plus, en anglais, on dit fit for purpose, qui peuvent faire les choses qu'on veut le système de faire et peuvent fonctionner dans cette mode d'interopération avec les données. Il y a les bons exemples des systèmes qui travaillent dans cette mode indépendamment, mais de mettre un système de systèmes avec les 7 sortes de systèmes, il faut avoir aussi pas juste les systèmes indépendants, qui fonctionnent bien avec le saisie, l'interopérabilité et tout ça. Il faut aussi avoir un mécanisme de faire un réseau, de connecter les systèmes. Donc, ici, il y a les bons exemples dans le domaine de pharmacosurveillance, par exemple, et aussi dans le génomique. Et dans les deux domaines-là et dans les autres domaines aussi, il utilise une approche qui s'appelle fédérée. Qu'est-ce que ça veut dire? Une approche fédérée, ça veut dire que les données restent désagrégées dans les systèmes indépendants qui étaient gérés par chaque organisme qui a le droit de saisir les données et d'utiliser les données. Mais, à la même temps, chacune qui participe dans le plus grand système sous une gouvernance bien comprise par tout le monde, bien connue par tout le monde, peut léser les autres organismes, accéder leur système. Et dans l'autre direction aussi. Mais les données restent dans chaque organisme et c'est les algorithmes ou les analyses qui visitent les autres banques de données et retournent un résultat à l'organisme qui a fait l'enquête, la requête, par exemple. Donc, ça, c'est un peu le modèle qui permet tout le monde de garder et gérer les données propres et le système propre, mais aussi permet d'avoir un plus grand système où on peut avoir cette interopérabilité entre les systèmes. C'est pas toujours facile à mettre cette sorte de système en place parce que chaque système indépendant faut faire l'échange à leur système, de mettre les données dans le mode standard et d'avoir la capacité de faire une interaction avec l'autre système. Et c'est la possibilité pour ce travail de
demandent trop de ressources pour quelques organismes de santé publique. Par exemple, les organismes au but non lucratif, par exemple. Donc, il y a une approche qui s'appelle broker en anglais, où on peut avoir une troisième partie qui peut aider les organismes publics, santé publique, pardon, à faire cette traduction dans le sens de leur donner à le format nécessaire pour le plus grand système. Donc, juste pour dire, il y a les approches qui peuvent aider à mettre en place cette sorte d'approche fédérée avec les organismes qui sont à des différents niveaux de technologie informatique. Donc, ça, c'est le troisième volet, la technologie informatique et l'informatique. Donc, pour résumer, j'ai identifié trois éléments importants pour favoriser un système de données en santé publique pan-canadienne. La structure de système, le volet humain et social, et la technologie informatique et l'informatique. Dans le premier volet, la structure de système, les trois choses importantes et on peut prendre de la littérature et l'expérience dans les autres pays, il faut avoir des objectifs explicites pour partagés par tous les participants au système. Donc, tout le monde, il faut avoir une compréhension commune de pourquoi on travaille ensemble. Il faut avoir un partage de la gouvernance entre les participants et aussi un partage des politiques et à un niveau aussi un financement qui est clair. Et la troisième chose sur la structure est d'avoir une perception claire pour chaque participant pourquoi il participait, qu'est-ce que c'est le bénéfice de chaque organisme de participer dans le plus grand système. Pour le volet humain et social, on faut avoir les participants la confiance du public et bien sûr aussi des personnels formés pour interagir avec le système. Pour le troisième volet, la technologie informatique et l'informatique, on faut avoir des systèmes uniques qui correspondent à l'objectif poursuivi, donc les systèmes qui sont fit for purpose, et aussi un mécanisme favoriser un maillage efficace du système. Et j'ai parlé d'une approche fédérée pour faire ça. Donc, ça, c'est les trois éléments qui favorisent un système de santé publique pan-canadienne. OK. Donc, ça, c'est le quoi. Et maintenant, finalement, le comment. Ça, c'est les trois volets qu'on faut mettre en place. Mais comment on peut établir et maintenir les éléments que j'ai juste vous décrits. Ici, c'est les trois encore. La structure de système, le volet humain et social, le TI et l'informatique. Et maintenant, j'ai ajouté le quatrième, considération fondamentale pour les choses qui ne tombent pas exactement dans l'une de l'autre trois, parce que les autres choses à considérer. Et ça, c'est, j'arrive à ça. Donc, je vous donne maintenant un peu de considération pour chaque de l'axe ici. Premièrement, pour la structure, on veut établir une structure de système. Et ça veut dire les objectifs, la gouvernance, les avantages clairs. Donc, c'est clair pour établir la structure de système. Les fonctions essentielles de santé publique fournissant les fondements des objectifs. Et ça, c'est un peu comme j'ai dit au début. Il faut avoir une théorie de santé publique qui est aux bases d'un système plus grand comme ça. Et ça, c'est parce que les fonctions essentielles donnent en sens les choses qu'on a besoin d'un système. Qu'est-ce que c'est les besoins d'un système? C'est qu'est-ce qu'on veut faire en santé publique. Mais si on veut avoir une plus grande précision, on faut penser un peu plus sur les fonctions. Et qu'est-ce que c'est les besoins plus précis pour chaque de nos fonctions? Et ça définit l'exigence d'un système. Bien sûr, on ne peut pas faire un système qui fait tous au début. On faut au début dans peut-être un service ou une fonction à la fois. Mais c'est important d'avoir une perspective plus grande du début, juste pour l'organisation d'un système. Et dans ce contexte, toutes les fonctions, incluant la recherche, devraient être considérées. La recherche, c'est un peu différent de l'autre parce que ça fonctionne dans une
une gouvernance un peu différente de la pratique de santé publique. Donc, ça, c'est pourquoi c'est important d'avoir cette plus grande perspective quand on pensait d'établir une structure. La deuxième chose importante pour établir la structure est l'utilité de la participation doit être évidente. Et ça, c'est pourquoi chaque organisme qui veut participer dans un plus grand système faut utiliser leurs ressources pour participer dans la plus grande gouvernance et aussi pour modifier leur système. Donc, comme j'ai dit, si un organisme met les ressources pour participer dans un système plus grand comme ça, il a besoin de comprendre pourquoi et c'est important de s'assurer que le retour sur l'investissement, c'est important pour chaque participant. Et bien sûr, comme j'ai dit un peu en avant, l'utilité peut varier en fonction des parties prenantes, mais elle devrait toujours être axée sur le fait de permettre l'exercice plus facile des fonctions essentielles de santé publique. Ça garde le scope du système dans un contexte clair et dans le contexte santé publique. Et finalement, la métagouvernance, ça va dire la gouvernance d'un système de système, parce que chaque système garde la propre gouvernance, mais on met une autre gouvernance en haut, une métagouvernance. Ça requiert des ressources et des capacités organisationnelles. Donc, il faut penser à quelle sorte d'organisation, quelle sorte de ressources sont nécessaires, mais c'est important aussi que chaque organisme a aussi les besoins de ressources pour adapter leur planification, leur activité pour participer dans le plus grand système. Donc, ça, c'est les trois choses. On faut baser tout sur les fonctions essentielles de santé publique. Chaque participant, il faut faire clarifier l'utilité de participation et on faut mettre en place une structure pour aider avec la métagouvernance. Donc, ça, c'est les choses pour favoriser l'établissement de la structure du système. Si on tourne maintenant à la volet social et humaine, donc ça veut dire la participation, la confiance, la habileté, il faut penser maintenant à avoir une collaboration avec une grande diversité de parties prenantes est nécessaire, c'est clair. Et ça, c'est pour développer et communiquer d'une façon transparente les objectifs et les valeurs d'un système. Et comme écrit ici, ça, c'est important parce que pour les gens d'avoir la connaissance de partage de données, c'est important que, bien sûr, un système conforme aux lois existantes sur la vie privée et la sécurité, mais aussi, il faut avoir un ensemble robuste de pratiques et politiques qui étaient clairs et informés par les partenaires, mais aussi le grand public. La deuxième chose, c'est nécessaire d'avoir une stratégie globale de formation. Et cette stratégie, il faut dépasser les compétences de base actuelles pour aborder les habiletés qui concernent les données et les systèmes numériques. Ça inclut bien sûr nos partenaires dans l'universitaire, ça inclut aussi la formation continuelle pour les gens qui travaillent en santé publique, mais aussi on peut penser à les mécanismes plus innovatifs, comme par exemple les organismes but non lucratifs qui peuvent donner l'expertise en informatique ou dans les autres domaines importants et peut aider le travail avec peut-être le secteur plus formel en santé publique. Cette sorte de modèle a été mis en place dans quelques autres pays. On a besoin aussi d'avoir la capacité de la recherche et des partenaires commerciaux peuvent être mobilisés. Et ça veut dire que c'est l'expertise clairement dans la santé publique, c'est les expertises dans les universitaires et c'est les expertises dans nos partenaires commerciaux. Et maintenant, je parle pour la plupart de l'expertise numérique, informatique. Donc, dans quelques autres pays maintenant, ils ont mis en place les systèmes, ou pas les systèmes, les structures dans le système santé publique qui aident avec la collaboration entre les trois secteurs
d'assurer que le travail dans santé publique est toujours à la visibilité de la technologie qui sont importants pour la gestion et l'analyse de la donnée. Donc, juste pour dire, c'est important de comprendre que c'est difficile pour santé publique de toujours faire cette formation à la même cadence que dans les autres secteurs. Et c'est la possibilité d'avoir plus d'interactions entre les secteurs et de la santé publique de mettre cette portion de la connaissance plus à jour. C'est aussi important de dire ici que c'est pas comme c'est les gens dans le secteur académique ou le secteur commercial qui a toute la connaissance. Il y a beaucoup de connaissances dans le secteur santé publique. C'est juste cette sorte de connaissances qu'on parle maintenant, qui avance rapidement partout dans le monde. Et il faut parler comment on peut aider le secteur santé publique à garder à jour avec cette connaissance. Et la dernière chose qui peut favoriser l'établissement de cette volet, c'est de mettre en place une politique contre le blocage de l'information. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le blocage de l'information, ça c'est quand dans le secteur privé ou le secteur public, il y a la résistance de partage de données, même quand la loi permet le partage de données. Donc, ça peut arriver pour quelques raisons, et bien sûr pour les raisons différentes dans le secteur privé et le secteur gouvernemental. Mais c'est important d'avoir une clarté que ça existe et de comprendre qu'est-ce que c'est la meilleure façon de faciliter le partage de données ou l'accès aux données dans un modèle de gouvernance clair qui est tout est légal et ça répond à notre considération éthique aussi. Donc, juste pour dire, ça c'est important. Par exemple, dans les États-Unis, ils ont mis en place les lois pour la plupart pour le secteur privé pour prévenir ce blocage de l'information par les organisations, par exemple, qui fabriquaient le logiciel utilisé dans le secteur santé. Ça, c'est peut-être pas la meilleure approche, mais juste pour vous donner un exemple, ça, c'est un problème partout et des pays différents apprennent l'approche différente pour répondre à cette difficulté. OK. Le troisième, pour établir les technologies et les technologies de l'information et l'informatique, ici, on parle d'avoir les systèmes indépendants qui sont robustes et aussi peut avoir la capacité de faire l'interopérabilité. Premièrement, c'est clair qu'il faudra des investissements considérables pour s'attaquer à la dette technique. La modernisation dans ce sens-là, où on pensait comment on peut améliorer nos systèmes en santé publique, on peut mettre ça dans une lens ou un contexte d'une transformation numérique de la santé publique au Canada. Et ce concept de transformation numérique, c'est une perspective qui est avancée par l'OMS et les autres organisations. Et c'est quelque chose qui arrive pour tous les systèmes de santé vers le monde. Mais c'est une perspective intéressante parce que ça, c'est pas une perspective où on regarde le process qu'il y en a maintenant actuel et on utilise la technologie de faire ce process plus efficace. C'est plus une approche où on regarde qu'est-ce qu'on veut faire. Et on regarde les technologies existent et on pense il y a une meilleure façon de travailler, d'arriver à nos objectifs de ce process, nos objectifs santé publique, qui peut utiliser les technologies existantes d'arriver à cet objectif dans un mode plus efficace ou dans un mode avec un meilleur résultat. Donc, ça, c'est important d'avoir cette perspective. Et si on a un investissement un peu partout dans les systèmes qui existent en santé publique en Canada, il y a la capacité de partager ce travail. On peut, dans un sens, avoir une évolution où les systèmes avoir une convergence vers une capacité d'interopérabilité. Donc, bien sûr, ça n'arrive pas sans un peu de leadership et de support, mais ça peut arriver.
Le deuxième importante chose pour établir les choses importantes ici, c'est de passer d'une approche centralisée, où nous sommes maintenant, pour la plupart, hiérarchique, d'un mode plus fédéré, comme j'ai déjà discuté avec vous. Pour ça d'arriver, c'est vraiment toujours important d'avoir une gouvernance de données qui est claire. Et ça veut dire cette gouvernance qui peut accéder quelles données pour faire quoi. Donc, ça, c'est le contexte de gouvernance de données. Il faut avoir ça clair. Bien sûr, il faut aussi avoir les normes relatives aux messages et aux données, peut-être avoir un modèle commun de données et avec la coordination. Donc, ça permet les systèmes de parler un à l'autre. Et aussi, bien sûr, il existe les approches qui préservent la vie privée toute et permettent le couplage et l'analyse de données. Donc, les méthodes existent et il faut comprendre comment on peut utiliser cette méthode dans ce contexte de mettre en place un système. Donc, ça, c'est les deux choses importantes, le plus important peut-être, pour établir les technologies d'information et les informatiques, pour favoriser l'établissement et la maintenance d'un système comme ça. OK. Et finalement, dans ce contexte, qu'est-ce que c'est les considérations fondamentales? Les choses qui sont un peu overarching. Comme j'ai dit au début, ce n'est pas nouvelle d'arriver à ce résultat qu'il y a les faiblesses des systèmes de données en santé publique. Donc, on peut tirer des leçons de revues précédentes. Par exemple, après SARS, le rapport que j'ai vous présenté, qui est écrit par Dr. David Naylor, on a mis en place un système qui s'appelle Panorama. Et on apprend beaucoup de cet exercice. C'est quelques territoires et provinces maintenant qui utilisent une version ou une autre, une portion de ce système. Mais c'était clair, il y a quelques problèmes avec cette approche qui était utilisée dans ce contexte. Par exemple, il n'y a pas peut-être la clarté entre tous les partenaires de les objectifs communs. Il n'y a pas peut-être aussi pas les capacités d'agilité et le leadership en santé publique dans le système, le travail dans le système. Donc, il y a beaucoup de personnes qui travaillent de santé publique dans le système, mais cette leadership au niveau entre les provinces territoires, c'était peut-être pas le même niveau qu'on veut d'assurer que c'est toujours santé publique qui dirige où la fonction, où le travail va. Donc, c'est clair de les leçons, pas juste de Panorama, mais des autres rapports qui existent, il faut avoir l'expertise technique et du leadership en matière d'information en santé publique, informatique en santé publique, et dans les autres domaines aussi, pour guider la création et la mise en œuvre d'un système santé publique de données pan-canadien. Qu'est-ce que c'est la façon d'utiliser là? Dans la littérature, ils ont 3 modèles qui étaient proposés. Le premier est d'utiliser les structures fédérales, territoriales et provinciales existantes. Ça, c'est un modèle qui était utilisé après l'épidémie SRAS ou SARS. C'est cette approche qui a mené la création de l'Agence santé publique canadienne. Ça, c'est une approche qui, bien sûr, mobilise les provinces et les territoires qui sont peut-être les plus importants partenaires d'un système comme ça. Mais ça peut être aussi lente, ça peut prendre du temps, et si ça aussi peut tomber sous l'influence de la considération politique à la court terme. Donc, c'est les limites de cette approche. La deuxième approche qui est avancée est d'adapter un organisme pan-canadien qui existe maintenant. Ça, c'est l'approche qui était utilisée après SRAS, aussi de donner InfoRoute qui existe, le dossier de Panorama. Et on a déjà discuté, c'est les choses bonnes, les choses pas assez bonnes qui arrivent de cette approche. Mais c'est intéressant ici, c'est l'organisme ICES, ou en anglais CAI, qui a un modèle intéressant opérationnel et de gouvernance.
qui déjà travaillent entre les territoires, les provinces, les fédéraux et aussi les autres groupes comme les représentants académiques, par exemple. Donc, juste pour dire, dans ce deuxième modèle, il existe peut-être les organismes qui ont les structures, les gouvernances qui peuvent nous aider de trouver un lieu. Et le troisième modèle est de créer une nouvelle organisation. Donc, ça, c'est un peu comme après les problèmes ou les choses avec le supply de sang. Après ça, cette revue, on arrive à la Société canadienne de sang et aussi de Hydro-Québec. Donc, dans ce contexte, on a pensé d'une portion importante de notre travail santé publique et nous avons créé une nouvelle organisation. C'est possible, il y a les nouvelles organisations axées sur les données de santé publique dans les autres pays, mais c'est toujours le risque avec ça que cette sorte d'organisme, normalement, avoir une perspective de données en santé peut-être plus grande de santé publique, et est-ce que ça répond toujours à les besoins de santé publique? Donc, c'est les pros et cons de les trois modèles proposés. Donc, juste de sommaire, ici, c'est le même diapo avec j'ai des bouts de présentation, donc ça donne tout ensemble. Ici, c'est la recommandation encore d'établir un système de données en santé publique pan-canadien. Donc, la première chose, de faire les choses qui favorisaient la structure d'un système, ça c'est de clarifier les objectifs communs. Qu'est-ce que c'est le point? Pourquoi est-ce que tout le monde travaille ensemble comme ça? Et plus précisément, de définir la proposition de valeur pour chaque participant. Ça donne chaque organisme la capacité de comprendre dans le mode réel pourquoi on participe. Et troisième, d'élaborer un modèle de gouvernance. Dans le volet humain et social, il faut réaliser une consultation publique afin d'établir la confiance, élaborer une stratégie globale visant à améliorer les données et l'habilité numérique. Et comme j'ai dit, ça c'est pas juste dans nos secteurs de master's en santé publique, par exemple, mais c'est plus grand que ça. Et aussi d'établir les mécanismes qui mobilisent l'expertise universitaire et industrielle, de travailler dans une façon qui peut avancer la santé publique. Dans le volet technologie informatique et l'informatique, il faut encourager la transformation numérique coordonnée et aussi élaborer une feuille de route pour l'interopérabilité des systèmes. Et ça permet les systèmes existants de parler l'un à l'autre. Finalement, considération fondamentale, on faut proposer une organisation qui assurera la leadership et l'expertise technique et élaborer un plan progressif de mise en œuvre. Par exemple, de début avec une de nos services essentiels et santé publique, peut-être dans le contexte de surveillance, ou je ne sais pas exactement, il faut trouver quelque chose où la proposition de valeur est plus grande pour tout le monde. Et ça, c'est peut-être le meilleur point de départ. Donc, ça, c'est le sommaire. Et avec ça, j'arrête la présentation et je suis content de répondre les questions si vous avez des questions. Et avec ça, je regarde, il y a une table Q&A. Voilà. OK. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez dans le Q&A ou Q&A, ou vous pouvez utiliser le chat aussi, mais c'est peut-être plus facile d'utiliser le Q&A. Donc, j'ai une première question ici.
croyez, pour chaque question, je lis la question parce que je pense que tout le monde ne peut pas voir la question ou peut-être ça aide juste à clarifier qu'est-ce que je réponds. Donc, la question est, croyez-vous que la pandémie va présenter des occasions pour avancer vers votre vision? J'espère que oui. C'est bien sûr que c'est une vision qui était déjà un peu mettre dans le contexte de le plus grand, le rapport de Dr. Tam. Donc, ça aide déjà d'avancer les idées dans le contexte de discussion canadienne sur qu'est-ce que c'est la prochaine étape d'améliorer les situations. Je pense que cette sorte de présentation aujourd'hui aide peut-être à avoir plus d'une conversation. Et c'est important aussi de comprendre que c'est pas juste le travail qu'on discute aujourd'hui dans ce contexte. Au début de la présentation, j'ai partagé avec vous aussi le travail sur le Pan-Canadian Health Data Strategy. Et ça, c'est quelque chose qui avance, ça déroule maintenant. Et bien sûr, les équipes qui travaillent sur ce sujet est bien informée de le travail dans le rapport que j'ai présenté aujourd'hui. Donc, et bien sûr, ce travail était lancé, comme mon rapport, était lancé par une compréhension de la limite de nos systèmes en santé publique dans le contexte de la pandémie. Peut-être le défi ici, comme tout le monde comprend, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, peut-être la fenêtre de mettre beaucoup d'activités sur ce sujet qu'on discute aujourd'hui, c'est pas grand. Donc, ça c'est pourquoi c'est important d'avancer les idées comme ça aujourd'hui dans les contextes de la présentation, d'assurer que ça informe les rapports, comme les rapports de Dr. Theresa Tam, et aussi c'est une portion de le travail aussi, des autres choses qui déroulent, qui sont similaires. Donc, ça c'est peut-être une réponse un peu plus longue, mais je pense que c'est dans un sens le pandémie qui permet cette sorte de travail et qui donne une ouverture dans un sens de ce travail. Donc, merci pour cette question. Peut-être je donne un moment s'il y a quelques autres questions. Et je juste dis encore, oh, c'est l'autre question. La question, c'est est-ce que des discussions avec les provinces ont déjà débuté sur ce sujet? Dans le contexte de la préparation de rapport, j'ai conversation avec informelle, mais les conversations avec quelques provinces de comprendre qu'est-ce que leur orientation de cette sorte de travail et qu'est-ce qu'il fait. C'est intéressant que la plupart de les provinces et les territoires que j'ai parlé avec sont dans le mode réflexif maintenant. Ils comprennent qu'ils sont les limites de le système. Ils comprennent qu'il y a peut-être un bénéfice de travail dans le mode avec les autres organismes ou juridictions ou provinces et territoires, mais ce n'est pas une clarté de comment ils peuvent faire ça. Donc, à la même temps, c'est clair que c'est quelques gens de cette perspective qui est présente, je ne sais pas aujourd'hui, mais à la présentation qui a été faite en anglais la dernière semaine. Donc,
c'est clair qu'il faut avoir plus une conversation. Et comme j'ai dit, c'est les provinces et les territoires qui sont les partenaires clés pour ce travail. Donc, de répondre à la question, c'est quelques discussions informelles. Et la prochaine étape, ça dépend un peu de la perspective de les partenaires, de niveau fédéral, aussi niveau provincial, territorial, s'il veut avoir ou avance avec cette situation ou avec cette approche. J'ai une autre question ici. La santé étant de juridiction fédérale, comment faire en sorte de développer une vision commune pan-canadienne du système de données en santé publique et obtenir la contribution de toutes les fédérales, provinciales, territoires? Juste pour bien comprendre les questions, de mon compréhension, la plupart de la santé et la jurisdiction provinciale et territoire. Au niveau fédéral, c'est quelques rôles dans la santé publique, bien sûr, comme la perspective de les borders, par exemple, du Canada et des choses comme ça. Mais pour la plupart, c'est au niveau provincial territorial. Et ça, mais je comprends les questions parce que c'est les acteurs différents à chaque niveau, provincial, territorial, fédéral, chacune a leurs propres besoins, leur propre législation, responsabilité, tout ça. Et je pense que la question que vous avez posée, c'est vraiment clé de tout le travail. Comment on peut développer une vision commune? Donc, je présente une vision, mais ce n'est pas la vision de tout le monde. Donc, c'est important de tout le monde d'arriver à une vision. Peut-être c'est un peu différent de ça, mais je pense que l'expérience dans les autres pays, l'expérience ici aussi et dans les autres secteurs, d'une perspective de comment on peut avoir un système de données efficace avec tous les partenaires comme ça, il faut penser d'avoir une approche plus fédérée comme j'ai présenté. Et aussi, c'est important, comme j'ai présenté, d'une perspective de la structure du système et d'expérience et de données probantes dans un système de système. C'est important que tout le monde avoir peut-être une vision commune, bien sûr, mais aussi une clarté de qu'est-ce que c'est les objectifs, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble et qu'est-ce que c'est la valeur pour chacun. Donc, c'est une vision, bien sûr, mais je pense que cette question de qu'est-ce que c'est la valeur pour chaque des participants, ça, c'est aussi important. Bien sûr, parce que pourquoi est-ce qu'une province ou un territoire, par exemple, avoir l'ouverture de partage de données avec une autre province ou territoire au niveau fédéral, s'il ne comprend pourquoi? Et bien sûr, un pourquoi est d'aide avec le travail d'un autre, ça c'est quelque chose, mais la chose plus importante est d'aide avec leur travail. Donc, si c'est de faire quelque chose comme ça aide, ça c'est important. Donc, je pense qu'une vision est importante, bien sûr, mais d'avoir cette clarté de le bénéfice, c'est aussi important. Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, Lia, je le passe la parole à toi. Je partage mes diapos encore une fois. Alors, merci beaucoup, David. C'est une présentation excellente. Avant de conclure, je dois aborder quelques éléments et poser quelques questions au sujet du webinaire lui-même. Nous voulons toujours connaître la manière dont le PDEDP est appliqué en santé publique, surtout en ce moment dans le contexte de la pandémie actuelle et des difficultés auxquelles nous faisons face. Nous sommes aussi à votre disposition pour soutenir les organisations de santé publique dans la pratique de PDEDP, que ce soit par des consultations, des webinaires personnalisés, des ateliers et des partenariats. Nous aimerions beaucoup connaître votre opinion sur le webinaire d'aujourd'hui, car cela nous permet de nous assurer que nos webinaires répondent aux besoins de notre public.
Je vous invite à nouveau à utiliser les fonctions de sondage pour répondre aux questions et à cliquer pour soumettre vos réponses. J'attendrai un peu pour que tout le monde ait le temps de répondre. Et pendant que vous répondez, pour en savoir plus sur nos webinaires et sur les prochains webinaires portant sur les sujets couverts par les 3 autres rapports commandés, vous pouvez visiter notre page web et nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous espérons que vous voir aux prochaines séances. Là-dessus, j'aimerais encore une fois remercier le Dr. David Buckridge pour son excellente présentation et pour la discussion. Si vous avez d'autres questions au sujet de ce rapport ou encore au sujet du CCNMO ou d'autres CCN, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes.